Le fichier Hollywood ou brève généalogie d'une habitude de métier, il existe dans l'arrière-boutique de tous les métiers d'écriture persuasive, un meuble discret que les anglophones nomment swipe file et que les francophones, par cette manie tendre qu'ils ont de doubler toute chose d'un parfum de cinéma, ont rebaptisé fichier Hollywood. Le traducteur pressé y verra une simple coquetterie de marketing, un de ces mots qu'on imprime en relief sur la couverture d'une formation pour lui prêter les scintillements d'une salle obscure. L'observateur plus attentif, lui, y reconnaîtra quelque chose de plus ancien et de plus noble, l'aveu que le commerce des phrases, comme celui des images, ne procède jamais du néant, mais toujours de quelques fonds accumulés, feuilletés, annotés, transmis. C'est de ce meuble et de la généalogie silencieuse qu'il porte qu'on voudrait ici dire un mot. 2. L'atelier et 2S rebus glorieux qu'on se représente pour commencer la scène la plus ordinaire qui soit. Un rédacteur publicitaire, dans la pénombre d'un bureau parisien ou new-yorkais, peu importe le siècle, peu importe la ville, assis devant une page qui lui demande, comme toutes les pages, un commencement. Le problème du commencement est, en vérité, celui de toute écriture vendeuse. Attraper l'œil d'un lecteur qui n'attendait rien, le retenir le temps qu'il lui faudrait pour tourner la page, et, par ce bref empiètement, déplacer en lui quelque chose, un désir, une curiosité, un manque. L'affaire est sérieuse. Les carrières s'y font et s'y défont. Or il y a, devant le rédacteur, un classeur. Parfois un tiroir. Parfois, à l'heure des écrans, un dossier d'ordinateur qui porte un nom quelconque. Archive, inspiration, modèle, et dont le contenu, pourtant, vaut souvent davantage que la bibliothèque visible sur les murs. Ce classeur ne renferme pas des manuscrits originaux. Il contient des dépouilles. Des annonces découpées dans des journaux, des lettres de vente envoyées par des concurrents, des courriels qu'on a reçus et archivés parce qu'ils ont fonctionné sur nous, parce qu'ils nous ont fait cliquer, ouvrir, acheter. Ce sont les restes d'une chasse patiente, la collection des flèches qui ont atteint leur cible, toutes provenances confondues. Le rédacteur les relit. Il y reconnaît des tours, des rythmes, des accroches. Il s'en nourrit. Ce classeur, c'est le fichier Hollywood. Et son apparente humilité, ce sont des rebuts, au fond, des choses glanées, dissimulent ce que le métier d'écrire pour vendre a de plus sérieux. L'admission tacite qu'on ne crée jamais sur un terrain vierge, mais toujours par déplacement, par variation, par composition au sens ancien du mot. 2. Du nom, et pourquoi Hollywood reste à s'expliquer le nom. Pourquoi donc avoir attaché à cette archive modeste le parfum des collines californiennes? La raison tient, je crois, à une analogie juste. Dans les studios hollywoodiens classiques, on pense à la MGM, à la Warner du temps de Zanuck, les scénaristes ne partaient jamais, eux non plus, de rien. Ils disposaient de bibles internes où l'on consignait les répliques qui avaient fait rire la salle, les retournements qui avaient arraché des larmes, les structures d'intrigue qui avaient su tenir 90 minutes d'attention. Un apprenti, en apprenant le métier, n'apprenait pas seulement à écrire, il apprenait à reconnaître, dans les œuvres qu'il aimait, les mécanismes reproductibles qui en faisaient la force. Hollywood, à sa manière, était une immense manufacture de modèles. Appliquer ce nom au fichier du copywriter, c'est donc lui conférer, sous un vernis de glamour, une double revendication. Premièrement, que les phrases qui vendent relèvent, comme les films qui plaisent, d'un art du pattern, d'une architecture identifiable, étudiable, imitable. Deuxièmement, que cet art ne saurait se transmettre sans une archive vivante, constamment alimentée, constamment revisitée. Le marketeur francophone qui, ces dernières années, a popularisé l'expression sur ses plateformes n'a donc rien inventé. Il a donné un nom commercial séduisant à une pratique que les anciens nommaient plus simplement fichier de travail. 3. La longue mémoire, des hypomnémata aux cahiers d'humanistes, il serait pourtant court de borner cette généalogie à l'âge publicitaire. Le fichier Hollywood n'est que la version la plus récente et la plus commerciale d'une pratique dont les racines plongent bien au-delà du marketing direct, au-delà même de l'imprimerie. Les stoïciens de la période impériale, les Sénèques, les Épictètes, et avant eux déjà les disciples du portique, tenaient ce qu'ils appelaient des hypomnémata, des aides-mémoires où ils consignaient, dans le désordre savant d'un carnet intime, les sentences des maîtres, les citations jugées utiles, les remarques qu'une lecture leur avait inspirées. Foucault, dans ses derniers cours au Collège de France, y voyait l'un des grands gestes de l'éthique antique. Non pas accumuler pour briller, mais accumuler pour se former, pour avoir sous la main, au moment où la vie l'exigerait, la maxime ou l'exemple qui permettrait de bien agir. L'hypomnéma n'était pas une érudition, c'était une pharmacie de l'âme. Les humanistes de la Renaissance reprirent l'habitude et lui donnèrent son nom moderne. Les Commonplace Books,
Livre de lieux communs au sens classique de topoi, de lieux rhétoriques où l'on va puiser quand il s'agit de composer un discours. Erasme, Montaigne d'une certaine manière, Bacon, Locke plus tard, tenaient chacun leur carnet de sentences, de citations, d'observations. John Locke alla jusqu'à publier, en 1706, une méthode pour organiser ses cahiers, A New Method of Making Commonplace Books, avec son système d'index qui, au fond, préfigurait nos bases de données. Le fichier Hollywood, en somme, descend en ligne directe de ses cabinets de curiosité verbale. Ce que le copywriter fait, penché sur ses pages d'annonces découpées, n'est pas très différent de ce que faisait Montaigne en glissant, dans les marges de ses Plutarque et de ses Sénèque, les remarques qui allaient devenir les essais. On collectionne, on annote, on relit, on se laisse féconder. Le ton est devenu mercantile. Le geste est resté monacal. 4. De Claude Hopkins à Gary Albert, la ligne du marketing direct, dans sa forme moderne, le fichier du copywriter naît avec la publicité commerciale américaine du début du XXe siècle. Claude Hopkins, l'auteur de Scientific Advertising 1923, est sans doute le premier à théoriser l'idée qu'une bonne annonce est mesurable et qu'à partir de cette mesure, on peut dégager des lois, des formules, des structures, des tournures qui, testées sur des millions de lecteurs, ont prouvé leur capacité à faire passer le client du regard à l'achat. Dès lors que l'on admet que certaines phrases fonctionnent mieux que d'autres, il devient rationnel, et même nécessaire, de les conserver. John Keppels, David Ogilvy, Eugene Schwartz, dont le monumental Breakthrough Advertising 1966 reste la somme la plus intelligente jamais écrite sur l'art de susciter le désir par le mot, tous tinrent leur fichier. Ogilvy, dans ses mémoires, raconte avec gourmandise qu'il pouvait réciter de mémoire des centaines de grandes accroches historiques et qu'il n'écrivait jamais une campagne sans avoir, auparavant, relu les campagnes des maîtres. Dans les années 70 et 80, Gary Albert, personnage romanesque s'il en fut, aussi célèbre pour ses succès fulgurants que pour ses démêlés carcéraux, fit du swipe file une quasi-religion. Ces Boron Letters, écrites depuis une cellule fédérale à son fils Bond, sont un des plus beaux manuels de copywriting qui soit. On y lit, entre deux conseils d'hygiène morale, l'injonction quasi-biblique. Étudie les grands, copie leur structure, refuse de partir de la page blanche. Albert tenait lui-même plusieurs armoires de lettres de vente anciennes qu'il relisait comme d'autres relisent leurs classiques. Du côté francophone, la figure tutélaire fut Christian Godefroy, importateur zélé des méthodes américaines et auteur d'innombrables lettres et formations qui, aujourd'hui encore, circulent comme des reliques dans les milieux du marketing direct français. Godefroy ne nommait pas son archive fichier Hollywood, il parlait plus sobrement de dossier de référence. Mais l'esprit était exactement celui que l'expression désigne aujourd'hui. Une collection vivante, constamment augmentée, dans laquelle on puisait à chaque nouvelle campagne comme un peintre de la Renaissance puisait dans les carnets d'anatomie de son maître. Imiter ou créer, le paradoxe apparent vient inévitablement l'objection. Car cette pratique a quelque chose qui déconcerte, voire qui scandalise, l'idée moderne que nous nous faisons de la création. Et n'est-il pas déshonorant pour un écrivain, fût-il publicitaire, de vivre ainsi au crochet d'autres? Le fichier Hollywood ne serait-il qu'une école de plagiat habile, un conservatoire de tics qu'on recycle sans fin? L'objection se défait dès qu'on la regarde en face. La littérature classique, celle que nous admirons le plus, n'a jamais procédé autrement. Racine écrit en relisant Euripide, La Fontaine en relisant Ésope et Phèdre, Virgile en relisant Homère. Tous ont tenu, sous une forme ou une autre, leur propre swipe file. Ce que l'âge romantique a prétendu, que le génie jaillit d'une source intérieure sans dette à l'égard du passé, est une fiction tardive et probablement la plus coûteuse des illusions modernes sur l'art. Les vrais créateurs, de tous temps, ont été des lecteurs d'une voracité terrible et des annotateurs méthodiques de ce qu'ils lisaient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fichier ne remplace pas l'invention. Il la rend possible. Celui qui part de rien s'épuise à réinventer des accroches, des structures, des transitions qu'on a optimisées depuis un siècle. Celui qui part d'un fichier bien tenu économise cette énergie et peut la consacrer à ce qui, seul, relève vraiment de lui, la variation, le déplacement, cette torsion personnelle qui fait qu'une formule, même archi-connue, reprend sous sa plume une fraîcheur inattendue. Le fichier Hollywood n'est pas l'ennemi de l'originalité. Il en est la condition logistique. Il y a, dans cette acceptation du fond commun, une forme d'humilité professionnelle qui paradoxalement libère. On cesse de se croire génial. On se met à travailler. 6. Le fichier à l'heure des machines qui lisent en reste une question que les générations précédentes n'avaient pas à se poser et qui, elle, nous concerne directement.
Que devient le fichier Hollywood à l'âge où les grandes machines statistiques ont, de fait, lu toutes les lettres de vente jamais écrites? Quand un modèle de langage peut, en un quart de seconde, produire une variation stylistiquement crédible sur les structures de Albert, de Schwartz, de Godefroy, quand l'archive n'est plus dans une armoire, ni même dans un dossier d'ordinateur, mais diffuse, dissoute, implicite, dans les milliards de paramètres d'un réseau neuronal, le copywriter garde-t-il encore un fichier personnel? Et si oui, pourquoi faire? La question est moins spéculative qu'il n'y paraît. Elle touche à ce qui, dans le métier, est appelé à résister, et à ce qui peut-être est appelé à mourir. Ma conviction provisoire est celle-ci. À mesure que les machines savent tout, la valeur se déplace vers ce qu'elles ne peuvent pas posséder, à savoir le goût. Le fichier Hollywood, demain, ne sera plus une réserve de matière première. Cette matière, le modèle la détient déjà, et en bien plus grande quantité qu'aucun homme ne saurait en accumuler, mais un témoignage de jugement. Il dira « Voici ce que moi, avec mon oreille, mon histoire, mon rapport singulier aux mots, je tiens pour réussi. » Le fichier personnel devient alors une signature de curation. Il n'est plus la bibliothèque, il est la liste des livres aimés. Et c'est peut-être à ce niveau, celui du jugement, du tri, de l'élection silencieuse, que le métier d'écrire pour persuader rejoindra, enfin, ce qu'il avait tenté d'être dès ses origines. Un art véritable. Coda, il y a donc, dans l'expression fichier Hollywood, plus de densité qu'il n'y paraît. Sous le vernis commercial, qu'on pardonnera à l'époque, laquelle n'invente guère de formules sans y passer un peu de paillettes, se cache une pratique d'une antiquité vénérable, cousine des hypomnématas stoïciens et des commonplace books humanistes, qui reposent sur une intuition très simple et très juste. On écrit bien, non pas parce qu'on s'isole, mais parce qu'on a patiemment constitué, autour de soi, un musée privé des mots qui frappent. Que ce musée s'appelle désormais Hollywood n'est pas une régression. C'est seulement un signe des temps. Et les temps, comme toujours, changent moins les gestes des artisans qu'ils ne changent les noms sous lesquels ils les désignent.